Alors Dominique Nato, bonjour. Merci de nous Bonjour. avoir accordé cette interview. C'est vraiment un plaisir que vous nous receviez ici au Creps de Nancy. Voilà Dominique, j'ai voulu tout simplement faire une petite interview vous concernant, parce qu'on ne vous connaît pas très bien. On vous connaît en tant que DTN il y a quelques années, avec les différents titres que vous avez réussi à obtenir, notamment avec la médaille d'or de Brahim Asloum. On va revenir un petit peu tout à l'heure si vous le voulez bien. Je voudrais parler un petit peu de votre carrière. Donc, en gros, je vais résumer. Au niveau de la carrière amateur, donc vous avez été plusieurs fois champion de France. 4 fois champion de France. Voilà. En 76, 78, Voilà. 79 et 82. 82. J'ai bien appris ma leçon. Oui, Voilà, parfait, vous parfait. connaissez parfaitement, c'est écrit. Voilà, j'ai travaillé un petit peu. Donc voilà, on a continué aussi. Vous êtes passé professionnel. Je suis passé Quelques professionnel années. en 1982 et j'ai fait 14 combats. 14 victoires, Voilà, dont 7 remportés par KO. 7 avant la limite, Voilà. et j'étais en passe de faire le championnat d'Europe quand j'ai eu un accident de travail. Voilà, Donc, c'était une demi-finale européenne. demi-finale européenne contre John Westgard, un Anglais, que j'avais gagné ici dans la région Lorraine d'ailleurs, puisque je suis originaire moi du sud de l'Italie, je suis né dans le sud de l'Italie, en Calabre, et mes parents ont émigré ici en 1960, et quand je suis arrivé là j'avais 4 ans. Donc j'ai fait les débuts de ma carrière sportive à Florange, qui est à peu près à 80 km d'ici, du Creps de Nancy. Et j'ai une partie de ma carrière sportive chez les professionnels, j'ai boxé dans la région. Dans la région, donc. Et concernant cette fameuse carrière professionnelle, donc on va rappeler quand même que vous étiez dans la catégorie des poids lourds, Oui. que vous mesurez 1m90, autour des 1m90, qui était grand quand même pour l'époque. Oui, 1m89 très exactement. Voilà, 1 cm, 1m89. C'est pour ça que j'ai préféré qu'on soit assis, pour pas qu'on voie trop la différence. Oh, Je y a complexe pas- un petit peu, donc c'est mieux quand on est, Faut pas quand on est assis. Donc là, au niveau de la carrière, vous étiez obligé de stopper, vous avez eu un accident de travail, on va J'ai un peut-être pas accident de rentrer travail. dans Sans les rentrer détails. dans les détails, j'ai eu un décollement de rétine sur une intervention puisque j'étais à la brigade anticommando dans la police, et puis j'ai eu sur une intervention un accident à l'œil. Donc ce qui fait que opéré de l'œil, en boxe, on ne peut plus combattre. Voilà, il y a peut-être Donc, des autres fédérations dans d'autres pays, mais bon, pour être en prudent, France, il vaut mieux. c'était la niette. prudence veut qu'on on ne fasse plus de compétition. Voilà, donc carrière terminée, un peu de frustration, mais bon, après c'est la santé qui prime. Beaucoup de frustration puisqu'on était invaincu et en phase de faire un championnat d'Europe. Bon, mais bon, il faut la vie continue, comme dit le proverbe. Et puis donc je me suis rattrapé en rebondissant sur Sur une brillante l'encadrement, sur une carrière Une grande carrière, on va y d'entraîneur. revenir justement. Ouais. Elle a été vraiment compensée par cette brillante carrière. Alors pendant justement cette carrière professionnelle, j'imagine que quand on rentre dans une salle de boxe, on a toujours l'ambition de devenir champion du monde. Voilà, on le dit, c'est souvent comme ça. Puis maintenant, on va dans une salle de boxe, l'offre s'est élargie. Il y en a qui viennent pour être champion du monde. Moi, c'est ce que je voulais. Il y en a qui viennent pour faire de la compétition. Il y en a qui viennent pour perdre du poids. Il y en a qui viennent pour se renforcer au niveau mental. Bon, dans une salle de boxe, on fait plein de choses. C'est pour ça qu'on est passé de 15 000 licenciés en 1995 à pratiquement 50 000 licenciés aujourd'hui, avec les filles, etc. Ouais, justement, il y a les petits dérivés de boxe avec l'aérobox. Voilà, il y a une offre qui est élargie, qui fait que. Mais moi, en ce qui me concerne, j'étais dans une salle de boxe pour être le numéro 1, pour être le meilleur. Et tout ce que j'entreprends, quel que soit le contexte, c'est pour être le numéro 1. Même pour rentrer dans l'avion, c'est moi qui dois être le premier. Ah, vous bousculez tout le monde. Je bouscule pas, je me positionne en amont, je me place. Ouais, personnellement, on vous laisse passer. Je pense que vous avez plus. Pas toujours, mais bon, c'est pareil. Toujours être numéro 1. Voilà, Pour moi, c'est une priorité, c'est une doctrine, entre guillemets. Quand on fait c'est un mental de battant. C'est un mental de gagnant. Voilà. Moi, j'ai toujours eu un mental de gagneur, que ce soit pour moi et que ce soit pour les gens que j'ai accompagnés. C'est pour moi une priorité. Et je suis au Creps, on doit être les numéro 1 dans notre contexte. Voilà. Mais après, il faut donner les moyens. Il faut se donner les moyens et donner les moyens aux gens de pouvoir être les numéros 1. Voilà. C'est les valeurs fondamentales de la boxe. Il faut se donner les moyens, il faut faire le maximum. Il faut travailler. Voilà, il faut travailler. Il n'y a pas de mystère. Même si on a un don, il faut travailler quand la même. boxe, c'est très important. 10% de dons. 80% de travail et 10% de chance. Voilà, un petit peu de chance. Voilà. Mais 80% c'est le travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens doués qui comptent que sur leurs dons, mais les dons, ça a ses limites. Après, ça s'est limite vers la fin, surtout pour le haut niveau. Voilà.
surtout pour le haut niveau. Oui, c'est clair. Voilà. À l'époque, vous aviez quand même un physique qui était quand même intéressant, parce qu'à 1m89, quand même, il y avait des boxeurs qui étaient un petit peu plus petits, donc c'était une bonne moyenne. Quand on voit qu'aujourd'hui, les boxeurs frôlent les 2 mètres, notamment Anthony Yoka qui est à 1m97, oui, qui est pas loin des 2 mètres. On a aussi le champion tel que Naoufel Ouatta qui a 2 mètres. Cette nouvelle génération sont un petit peu plus grands. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, vous avez arrêté justement la boxe, vous aviez sûrement une marge de progression, puisque voilà, vous aviez été champion de France en 85 face à Damien Marignan, voilà, face à Damien Marignan, vous aviez aussi remporté cette demi-finale, donc avec peut-être comme objectif de disputer, pourquoi pas, un championnat du monde, peut-être à Las Vegas. Enfin, ça reste dans la tête des boxeurs. On se donne les moyens, comme vous l'avez dit, c'est toujours un rêve qu'on essaie de réaliser et puis de donner les moyens justement pour réussir. Alors, concernant le BU, voilà, le champion à l'époque était Tank Chaté, c'est ça? Stéphane Tankstad, donc le Norvégien, que celui que j'avais battu, John Westgard, a été rencontré. Il avait fait bonne figure, il avait pratiquement bonne figure, alors qu'il avait perdu par KO contre vous. Il n'avait pas perdu par KO, j'avais gagné au point, et largement au point. Donc vous étiez quand même... écoutez, on ne peut pas faire de simulation, c'est pas parce que moi je vais vous battre et que vous allez battre l'autre. Ça, c'est vrai qu'il y a les grosses surprises avec la boxe, mais disons qu'on part avec un ascendant psychologique déjà qui est assez... Écoutez, il y a une part de rêve, donc ma carrière, elle s'est arrêtée en novembre 85. Après, je vous dis, peu importe ce que j'aurais pu faire, je sais ce que j'ai fait. Avec Dessy, on referait le monde. Je sais ce que j'ai fait après, je sais ce que j'ai fait avant, et je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Voilà. On sait ce qui est écrit et pas ce qui reste à écrire. Exactement. Donc, je pense que ma carrière, ça reste un bon souvenir, mais j'ai eu plein d'autres satisfactions dans ma vie professionnelle. Heureusement. Qui était basé sur ma vie sportive. J'ai eu de la chance tout au long de ma... Toujours dans ce domaine. D'ailleurs, vous aviez passé les diplômes pendant que vous étiez professionnel. C'est ça, c'est que j'ai passé mon BE2, BE1, BE2, et puis par la suite, j'étais pas universitaire au départ, et je me suis retrouvé sur des postes... je me retrouve aujourd'hui inspecteur jeunesse et sport. J'étais à l'université à l'âge de 45 ans il n'est jamais trop tard. Hein. Il n'est jamais trop tard. J'ai fait un master en droit du sport et un master en management, alors qu'on était... donc j'avais plus l'âge pour le faire. Mais bon, bien m'en a pris parce que je pense qu'il n'y a jamais trop tard pour compléter ses compétences et sa formation. Et moi, ça m'a permis, en tous les cas, de m'exprimer et de vivre ma passion. Non, mais c'est ma vie professionnelle basée sur ma passion. Et ça, c'est important. Parce que quand on va... C'est pas donné à tout le monde, donc c'est vrai que c'est... C'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui vont en reculant travailler. Moi, j'allais pas travailler. Tous les jours, j'allais travailler, mais... Sans compter les heures. Avec une passion débordante, et je comptais pas effectivement les horaires, parce que quand on est investi dans le domaine de la performance... Et quand on prend du plaisir, on compte pas les... Mais quand on prend du plaisir, on compte pas. Exactement. Après, c'est vrai que le plaisir, c'est quoi? C'est obtenir des résultats. Et de ce côté-là, j'ai eu la chance de faire 5 Olympiades. On va y revenir justement. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, autant que j'aurais pris si moi-même j'aurais gagné. J'ai pris peut-être autant de plaisir. Quand on est au bord du ring et puis qu'on a un champion olympique comme Brahim Asloum, on ressent... Brahim Asloum, c'est Brahim Asloum. Je parle de lui, mais il y en a d'autres. Il y a Jérôme Thomas, il y a eu Alexis Vastine, il y a eu un ensemble de facteurs qui ont privilégié et qui ont favorisé ces performances. Mais effectivement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, puisque... on en a parlé tout à l'heure, les premiers Jeux Olympiques à Atlanta, on revient sans médaille, pour différentes raisons. Mais après, il faut savoir et faire le bilan. C'est pour ça que se poser les bonnes questions. C'est important, c'est justement, on va y revenir. Ce qui n'a pas marché pour pouvoir se projeter sur quelque chose de plus positif. Une dernière question concernant la période où vous étiez professionnel, je vous promets, c'est la dernière. Quel boxeur vous avez rêvé, ou lequel au moins, peut-être pas rêvé, puisque vous non, mon modèle de référence, George Foreman. Non, pas du tout. C'était Marvelous Hagler. Pour moi, c'est le boxeur le plus complet que j'ai un terrible puncher. Plaisir
mais il boxait bien et il frappait. Donc il avait tout, et puis il avait du charisme. Quand on lui serre la main, j'en ai eu l'occasion, Oui. il me transfère encore quelques frissons. C'est quelqu'un qui a marqué ma carrière sportive par rapport au modèle que j'avais du boxeur idéal. Donc c'est quelqu'un qui a la classe dans tous les sens et dans tous les domaines. Ouais, c'est pour ça qu'il s'est autoproclamé en fait Merveloux. Il a changé son nom, mais ça correspond bien. Enfin, il y en a qui s'autoproclament sur d'autres dénominations. Mais lui, il était crédible au moins. Il est parti et il a dit je ne reviendrai pas. Il n'est pas revenu, voilà, contrairement à d'autres. Non, pour moi, c'est le boxeur de référence. Après, on a tous nos modèles. Hein. Voilà, moi, c'est un très bon modèle en tout cas. Vous n'avez pas choisi le plus mauvais. Donc, à la fin de votre carrière, vous avez été appelé par Bernard Restou, l'ancien président de la FFB. Oui. Donc, de 85 à 89, vous étiez un cadre de la FFB. J'ai appris mon métier. 85-89, je suis passé du statut d'entraîneur. Du statut de boxeur à celui d'entraîneur. Donc j'étais à l'INSEP. Vous avez passé vos diplômes déjà avant. J'avais mon BE2. J'avais passé mon brevet d'état premier degré. Et déjà, vous vouliez déjà rester dans cette discipline. Vous étiez quand même pas passionné. C'est-à-dire que quand j'étais athlète, pour mieux comprendre ce qu'on me disait, j'ai été passer des diplômes d'entraîneur pour essayer de comprendre ce qu'on vous demandait. Voilà. Et puis, je pense que quelque part, c'est une bonne option. Et quand j'ai stoppé ma carrière, donc je me suis retrouvé avec un brevet d'état deuxième degré. J'étais fonctionnaire de police à l'époque. Et Bernard Restou et l'ancien qui était président et l'ancien DTN de l'époque, donc Marcel Bertholin, sont venus me chercher, sont venus me proposer d'intégrer les cadres techniques de la fédération. Donc je suis passé de 85 à 89, j'ai passé 4 années à l'INSEP avec Denis Giraud comme sur le pôle. Et là, j'étais au contact de tous les entraîneurs nationaux qu'il y avait à l'époque. Il y avait Marcel Laurent, René Acosta, Aldo Cosentino. Et j'ai pris un petit peu de tous ces gens-là qui avaient été mes entraîneurs et qui étaient les références. Donc chacun, à son niveau, avait des compétences différentes et variées. Et moi, vous aviez déjà l'envie, en fait, parce que faut préciser, vous étiez fonctionnaire de police. Donc vous aviez le statut de fonctionnaire, vous auriez pu continuer, mais vous avez quand même préféré... J'ai eu la chance d'avoir qu'on propose, on avait peut-être décelé chez moi cette notion de... J'étais capitaine de l'équipe de France, j'étais j'avais une autorité, je me suis toujours investi, j'étais représentant des boxeurs à la fédération, j'étais toujours... je prenais en considération... Pour moi, c'était une suite logique, et puis après, l'appétit vient en mangeant. Donc j'avais pas au début pour ambition d'être ni DTN ni quoi que ce soit. Donc je suis. Là, ça s'est fait avec le temps. Donc, ensuite, à partir du 92, vous êtes devenu entraîneur de l'équipe de France. Alors 92, effectivement, nommé entraîneur de l'équipe olympique. Voilà. 92-96 pour la préparation des Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc c'était une nouveauté pour moi, une première. Et je me suis inspiré de ce que faisait le judo. Donc, le judo, pour parfaire leur niveau de performance et pour l'augmenter, ils allaient au Japon. Donc il faut préciser qu'en fait, il y avait une période, si vous voulez, de disette au niveau des médailles. Voilà, on ne remportait pas trop de médailles, il n'y a plus rien du tout. Même à Atlanta, il n'y avait rien eu en 96. On a commencé à travailler, moi j'ai pris l'équipe olympique en 92. 96 voilà. Atlanta, on avait une belle équipe, pas de médaille. Voilà, donc il y avait un souci. Il y avait un souci et c'est à partir de 96 qu'on a commencé à travailler avec les Cubains. Voilà, donc c'était une forme de stage en fait, vous alliez... C'est un échange, c'est un partenariat. Voilà, un partenariat avec... je vous disais, comme les Cubains, comme le judo allait au Japon, nous, la boxe, nos joueurs japonais à nous, ce sont les Cubains. Ouais, c'est une véritable religion là-bas, ils sont vraiment très forts. Le sport national. Comme le foot en France, mais encore plus, encore mieux encore. Le foot au Brésil, voilà. Il y a 2 sports rois à Cuba, c'est la boxe et le baseball. Et donc on a commencé à aller là-bas en 95 et ensuite on a renforcé notre collaboration avec la fédération cubaine. On a eu des cadres techniques qui sont venus en France travailler avec nous un petit peu, donc ponctuellement, et on a effectivement élevé le niveau de performance de toute la génération olympique, et
comme une autre forme de boxe, comme la boxe thaïlandaise. Bon, c'est différent, bien sûr. Oui. Donc, ils vont faire des stages en Thaïlande. Et Voilà, il faut aller à Cuba. Voilà. Donc, au-delà de Cuba, on avait pris le parti d'échanger et d'avoir la boxe est un sport d'opposition. C'est dans la diversité, dans la variété, dans la densité de l'opposition qu'on peut amener à nos boxeurs, qu'on peut les faire progresser. Donc, on a commencé, on a été en Allemagne, on a été en Hongrie, on a été aux États-Unis. Chaque pays a ses spécificités. Voilà. Puis on a été, effectivement. Il y a peut-être le côté tactique, technique à Cuba. Chaque continent a sa forme de pratique particulière. Et en Asie, c'est plus l'engagement physique. En Afrique, c'est pareil. Cuba, c'est plus la technique. Donc on a varié un petit peu de façon à ce que le plus complet possible. La préparation de nos athlètes pour les rendre le plus parfait possible dans le cadre de leur préparation. Voilà, donc là ça a payé. Par contre là ça a payé puisqu'en 2000. En 2000, médaille d'or, médaille de bronze. Donc, médaille de bronze avec Jérôme Thomas et Ibrahim Assoum. C'était depuis 1936, on n'avait plus de médaille d'or. Voilà, il a marqué l'histoire aussi, Ibrahim. Ibrahim a marqué l'histoire et donc 2 médailles d'un coup, donc ça faisait. C'est bien. Donc, très bonne surprise. Mais bon, c'était. En plus, c'était pas forcément ceux qu'on attendait qui sont arrivés. C'était les 2 plus jeunes, Ibrahim et Jérôme Thomas. Donc champion olympique, champion du monde l'année d'après. Oui. On a commencé à devenir une nation forte dans le domaine de la boxe amateur. Ouais. Jérôme Thomas, je crois, pour les prochaines Olympiades, il a décroché une médaille d'argent. À Athènes. Donc, en tout, en 3 Olympiades, on a fait 6 médailles. 6 médailles, oui. Parce que le summum qu'on avait eu, c'était 3 médailles, 2 médailles d'argent, une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin. Avec Kedafi Jelkir dans les légers d'Audasso. Jakir qui va faire les Jeux Olympiques aussi, il va les faire aussi, qu'il les fait encore. Et en fait, même s'il est en professionnel, je crois qu'il y a si on a moins de, je crois c'est 12 combats, c'est ça? Non, 12 ou 15? Écoutez, il y a plein de... plus que 16 combats, il y a la Fédération internationale qui a modifié un petit peu ses règlements. Et il permet à des professionnels d'arriver à se qualifier pour les Jeux Olympiques, donc par le pied de l'APB. On parle de Pacquiao qui veut éventuellement... Non, c'est... Oui, il parle de Pacquiao, il parle de Klitschko, on parle beaucoup, on verra. Ouais, on verra ce que ça va donner. Le 30 mai, il y a un congrès de l'AIBA qui va permettre ou pas à des anciens... Il faut que ça aille vite parce qu'il y a moins de 100 jours, il y a quasiment 3 mois des JO, bon ça peut se faire rapidement. On est en plein tournant au niveau de la boxe, parce qu'ils ne veulent plus qu'on appelle boxe amateur, puisque maintenant c'est des pros, des amateurs, exact. Il y a vraiment une réforme de fond qui est en train d'être menée par l'AIBA. Je pense que ça va être un plus pour demain, pour la boxe mondiale. Il suffit de la mettre en place correctement avec des fondements bien adaptés à nos réalités. Donc, je pense qu'on est à un tour. Il faut vraiment réformer pour l'instant, parce que là aujourd'hui, puisqu'il y a en plus des combats de la WSB, donc c'est une espèce de transition entre le amateur et professionnel. On va pas en synchrone, mais sinon en tout cas, il faut vraiment réformer. Il y a une réforme de fond qui a été mise en place à partir de 2012, avec 2011, même la WSB, l'APB, l'AOB, bon, ça reste de la boxe, mais c'est géré par la IBA, et depuis que Karim Bouzidi est devenu directeur exécutif plutôt de la Fédération mondiale, donc il y a encore un vent de réforme nouveau qui est en train de souffler sur cette fédération internationale. D'accord, donc de 2002, on va rester sur les dates, 2002 à 2011, directeur technique national. Oui, directeur technique national, donc avec en charge le projet sportif, formation, etc. de la Fédération française de boxe. Fin 2011, je me fâche avec le président. Ah d'accord, voilà. Donc, je voulais en venir. Je m'en vais la veille des Jeux Olympiques de 2012, puisqu'on n'était plus en accord, on n'était plus en... Et quand un président et un directeur technique ne s'entendent plus... Il vaut mieux se séparer. C'est le directeur technique qui s'en va. Et donc j'ai passé de novembre 2012 de novembre 2011 à septembre 2012, j'étais à l'INSEP, à la direction des politiques sportives, à la mission d'expertise. C'est-à-dire que j'étais sur la préparation des Jeux de Londres 2012. Donc multisport.
Multisport. Voilà. Et je suis arrivé au Krebs de Nancy comme directeur le 1er septembre 2012. Voilà, 1er septembre 2012, vous êtes directeur du Krebs Voilà. de Nancy. Alors, le Krebs, on va dire en gros... Centre régional d'expertise et de performance sportive. Voilà, donc en gros, c'est tout simplement les jeunes qui font du sport en haut niveau. 17 établissements en France. 17 établissements type, qui permettent à la fois de faire des études, mais aussi d'avoir des horaires aménagés pour pouvoir poursuivre une carrière sportive de haut niveau. Le double projet des fédérations avec leurs jeunes élites. Voilà. C'est-à-dire que je crois que c'est unique en Europe, ça n'existe pas dans les autres pays. C'est pas tout à fait pareil, mais je veux dire, c'est plus. C'est pas, nous, c'est une spécificité française qui fonctionne bien avec une gouvernance partagée entre l'État, les fédérations, le mouvement sportif. Donc c'est un modèle qui fonctionne et qui permet à des jeunes athlètes de s'entraîner pour atteindre le haut niveau, c'est-à-dire en moyenne 20 heures par semaine, et tout en ayant une garantie d'accession à des diplômes et à une formation équilibrée. Donc je pense que on a ici tous les programmes de l'éducation nationale sont respectés de toute façon. Ici, nous avons 125 athlètes scolaires, universitaires réunis, donc qui sont en charge de notre département haut niveau. Et nous avons ici au sein du Krebs 170 lits. Nous avons 120 internes à peu près. Et nous avons également un brassage au niveau des fédérations avec des stages de tout ordre. Plus, donc ça c'est le versant au niveau, plus la formation professionnelle au métier du sport. Voilà, donc il faut absolument que les jeunes athlètes qui rentrent au Krebs doivent obligatoirement et impérativement avoir un projet scolaire. Oui, ceux qui sont sur la filière haut niveau, ils ont un double projet. Je dirais même un triple projet, puisque moi je considère qu'il y a la formation scolaire, la formation sportive et la formation citoyenne. C'est quelque chose qui me tient à cœur dans le contexte actuel. Civisme, tout ça, oui. Voilà, c'est pour moi, avant d'en faire des champions, il faut qu'on en fasse des hommes et des femmes. Et donc nous, on s'attache à leur donner des leviers citoyens qui paraissent importants dans la perspective de créer une valeur chez ces jeunes athlètes. Donc ça, c'est une des missions du Krebs. La deuxième mission, c'est plus formation, mais formation pure, formation professionnelle, c'est-à-dire les diplômes donnant accès aux fédérations, au monde privé, etc. Donc on passe des BP, des DE. Ouais. En tout cas, vous en êtes un bel exemple, puisque vous aussi, vous avez passé les diplômes pendant que vous étiez professionnel. Vous avez passé les 2 diplômes de boxe. BE1, BE2, j'ai même BE3, on doit être quelques-uns en France à l'avoir. Il y a 2-3 ans, 4 ans, donc pour me faire plaisir. Donc c'est des institutions au sein desquelles on vit sport. Ici, nous sommes 55 personnes à travailler au service de la performance et de la formation professionnelle. Donc 55, il y a des enseignants, il y a des cadres sportifs, il y a des secrétaires, il y a l'administratif, il y a des formateurs, il y a des entraîneurs, il y a des cuisiniers, puisqu'on fait tout sur place. On n'alimente pas un sportif de haut niveau comme on alimente n'importe le kidam. Surtout les boxeurs, on parle de boxeurs là, c'est vraiment spécifique. Mais il n'y a pas que des boxeurs, ici il y a 10 boxeurs. Tous les nutritionnistes, il faut faire attention. Voilà, on a un environnement médical qui est au top, dans la mesure où tout est réfléchi et c'est sous couvert du responsable du haut niveau que le médecin anime son secteur. On ne rentre pas on n'est pas médecin, nous on est dépositaire de l'autorité au niveau de la performance, mais le médecin contribue à amener avec ses collègues et partenaires donc nos athlètes dans les meilleures conditions possibles pour les soigner, oui, il y a beaucoup de. Ok. Vous êtes aussi aujourd'hui consultant de boxe. On m'a demandé d'intervenir. J'avais fait un petit peu avec Canal+ il y a quelques années, donc Canal+ ne retransmettant pas plus que ça de la boxe depuis 1 an et demi. Donc j'ai été sollicité par l'équipe 21 et c'est vrai que je m'amuse. Avec Jean-Philippe Augustin et Jean-Philippe Lustig. On est sur
la VSB, dans la VSB, le WSB, et même pour les autres combats. Voilà, donc moi ça me permet de me tenir à jour au niveau de la boxe mondiale. Et puis, bon, a priori, s'ils m'ont pas mis dehors, c'est que je fais un petit peu l'affaire. Bon, après, je veux dire, on peut toujours progresser, mais j'essaie d'amener une expertise personnelle. Non, avec des analyses pertinentes en tous les cas. C'est ce que j'ai remarqué lorsque je regarde les combats. C'est voilà, assez explicite en tout cas, et pédagogue aussi au niveau des descriptions, au niveau des boxeurs, au niveau des combats en tous les cas. Voilà, c'est ce que je pense. Alors là, concernant la carrière professionnelle, vous êtes vraiment rattrapé. Concernant la carrière de boxeur, rattrapé, oui. Vous êtes vraiment fait plaisir. Vous avez une carrière jusqu'à aujourd'hui exceptionnelle, et en sachant que c'est pas fini, on vous attend encore peut-être pour des fonctions plus importantes, encore pourquoi pas. Peut-être. On va pas s'arrêter là. Peut-être qu'on va boucler la boucle, mais pour le moment. Je n'accepte pas plusieurs missions en même temps. Non, on peut pas courir après deux lapins à la fois, comme on dit. Ouais, il faut que. Ouais. Donc, pour le moment, je suis cadre de la fonction publique, donc ministère des Sports, inspecteur jeunesse et sport depuis peu. Inspecteur, il n'y a pas longtemps alors. Il n'y a pas longtemps. J'ai été nommé vendredi dernier. Ouais, il n'y a pas longtemps. Inspecteur principal jeunesse et sport, mais bon, ça c'est pour l'anecdote. Et donc. Et puis, donc pour le moment, je suis missionné sur le développement du Krebs de Nancy. Et donc, je suis. Mon plein emploi, c'est celui-là. Parallèlement, comme je peux me reposer sur des collaborateurs compétents, donc, qui me libèrent. Ouais, qui vous accompagnent aussi. Et puis qui, ouais. J'ai l'autorisation par mon patron, qui est le directeur des sports, pour m'investir sur le projet olympique. Donc au niveau de l'international, et donc à ce titre j'ai été nommé chargé de mission au sein de la Fédération française de boxe et de son président André Martin pour l'international. Donc ça c'est une autre, et avec l'autorisation aussi de me présenter éventuellement sur la prochaine mandature comme sur une équipe. Donc là pour le moment on en est au stade de la réflexion, mais bon il est probable qu'on me retrouve à la vice-présidence ou dans une action officielle au sein de la fédération lors de la prochaine mandature. Pourquoi pas en tant que président? Pourquoi pas pour moi, pourquoi pas, mais bon, pour le moment c'est pas. On n'exclut rien du tout. Mais pour le moment, on peut pas être président et. Ouais, après il faudra, oui, bien sûr, il faudra choisir. Être plus vieux. Pour le moment, je suis encore jeune. Mais en tous les cas, bon, on parle même de responsabilités encore plus importantes. Mais bon, après là, on parle de politique. Je crois que ça vous intéresse pas trop. Peut-être les ministères de jeunesse et sport, mais en tous les cas. Non, mais écoutez, il faut y aller pas par pas. Ça reste même là, comme on parlait, hein, ça reste une suite logique avec toute cette carrière exceptionnelle que vous avez eue jusqu'à maintenant. Moi, je suis parti de très loin. Moi, je suis enfant d'immigrés, donc je me plais à le dire. Mes parents ne savaient pas lire et écrire quand ils sont arrivés ici dans la région. D'Italie, ouais. Et donc je suis fier un petit peu de mon parcours, et ça donne peut-être espoir à des jeunes de partir sur un projet personnel, sportif, professionnel qui aboutisse à quelque chose de concret. Donc moi l'insertion par le sport, on en parle, moi j'en suis, je l'incarne parce que c'est le moins qu'on puisse dire. Sociale par le sport, voilà, donc je suis on peut être fier. Je gagner sa vie honnêtement en travaillant, en contribuant à l'épanouissement des jeunes talents, en étant fédérer la discipline, en étant au service d'une discipline qu'on aime, donc en étant régulier dans la légalité, de donner une impulsion au niveau à la vie sociale et personnelle des athlètes. Moi ça m'enchante parce que quand je retrouve des plus anciens athlètes qui ont maintenant presque la cinquantaine, on se retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Donc ça veut dire que quelque part notre collaboration elle a été porteuse et tous ont trouvé d'une manière ou d'une autre à s'insérer dans la vie sociale et active avec des diplômes, pour certains les emplois municipaux, grâce au sport. Donc je pense que la boxe nous aura tous apporté
un plus dans notre vie personnelle. Une vie future aussi, donc, juste l'après-sport, l'après-boxe. L'après-sport, il faut y penser. C'est très important. Si vous y pensez pas, on n'y pensera pas pour vous. Donc il faut se anticiper sur la fin de carrière qui arrive quand on peut la préparer. C'est bien. Parce qu'il y a la fin de la carrière du boxeur, mais il y a le début de carrière, il y a un autre début de carrière. La vie continue. Généralement, c'est 30-35 ans, on arrête de boxeur et là, oui, il reste encore quelques années. Même avant, pour la haute performance. Donc après, c'est vrai que on vit sur des leurres, donc des millions de dollars à Mayweather. Mais Mayweather, il n'y en a qu'un, et la majorité des boxeurs ne gagnent pas leur vie. Il faut pas. Après, c'est un parcours de vie qui est transitoire, une carrière de champion. C'est éphémère, transitoire. C'est éphémère. Donc concernant la boxe, Dominique, oui. Vous avez connu la boxe depuis les années 80. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu l'époque des Chioso, que c'était une belle époque. Là, est-ce que vous pensez que ça commence à reprendre un petit peu avec les nouvelles chaînes de télévision qui commencent à jouer le jeu et diffuser les combats, notamment, de toute façon, on en parlait à l'instant, l'équipe 21 et Canal Plus aussi qui a signé un contrat de 2 ans avec Sébastien Acariès aussi qui va se lancer un petit peu dans la manifestation de combats de boxe, avec notamment Anthony Yoka, on en parlait tout à l'heure, avec Yuri Kalenga qui va boxer pour un championnat du monde dans pas longtemps. Alors ces chaînes-là sont peut-être complémentaires ou bien se concurrencent, en tous les cas c'est de bon augure pour la boxe. Écoutez, ce qui est de bon augure, c'est qu'il y a des chaînes qui s'intéressent à la boxe, parce qu'on a perdu toute visibilité sur les écrans depuis un certain temps. Depuis que c'est séparé avec Canal+, c'est séparé avec voilà, Ibrahim Asloum. Là, on sent un frémissement. Donc on a eu un phénomène de mode avec le pied-point, le MMA, etc. Et là, on repart sur une logique liée à la boxe traditionnelle, puisque on a une légitimité que les autres disciplines pied-point n'auront jamais. Donc on est olympique. On a on sent qu'il y a un intérêt des médias qui est ravivé, alors peut-être par le biais des champions, puisqu'on a quand même plusieurs champions d'Europe. Je crois qu'à un moment donné, on avait 4 ou 5. Oui, champion de l'Union Européenne aussi. De l'Union Européenne, on a une activité boxe qui est... Il y avait Cédric Vitu, Adila Mohamedi qui a malheureusement perdu son titre il n'y a pas longtemps. Oui, mais il y a de la matière. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Après, là, il y a eu... on a de la chance d'avoir un secrétaire d'État, M. Thierry Braillard, qui adore la boxe. Et il a missionné Chioso pour qu'il apporte une contribution. Donc, Fabrice Chioso. Ouais. Les deux sont bien impliqués en tous les cas. Oui, différemment. Différemment, mais sont impliqués. Mais bon, là Thierry Braillard, c'était l'avocat à l'époque, en dehors de ses actions ministérielles. Donc il était avocat à Lyon. Donc il connaît bien Chioso et il a souhaité qu'on se mette à réfléchir avec la commission Chioso, avec un rapport sur lequel on est en train de travailler avec la fédération pour créer une ligue interne qui soit saine, propre et qui s'oriente parce que il faut conjuguer les efforts des uns et des autres pour ne pas louper le rendez-vous avec les télés. Parce qu'aujourd'hui, il y a les télés qui sont intéressées par le produit, mais il faut redonner du sens au projet sportif de la Fédération française de boxe qui va produire des boxeurs. Bien réglementer et donner du sens au projet, c'est bien réglementer le cadre de fonctionnement de cette... De façon à pérenniser, de faire en sorte d'avoir toujours l'accompagnement des télévisions. À hiérarchiser les valeurs et qui est vraiment, qu'on aboutisse à un produit comme en Angleterre où il y a des champions à foison. En Angleterre, en Allemagne, vraiment... Même plus l'Allemagne, je pense que l'Angleterre, c'est actuellement c'est l'Angleterre qui est loin devant. Notamment avec les poids lourds. Là, les poids lourds au niveau mondial, c'est les meilleurs. On a Tyson Fury et puis d'autres. Guy Fury, le neveu Tyson Fury, il y en a Shizora, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup dans d'autres catégories aussi. Les Walsh, les frères Walsh, les frères Smith. Oui. Il y a quand même une activité de très haut niveau en Angleterre qu'on rêve d'avoir en France. Effectivement. Et donc pourquoi pas. Je pense qu'on est à la croisée des chemins, il ne faut pas se tromper. On est bien parti, espérons qu'on va garder le cap et que ça va continuer comme ça. On est bien. Je pense qu'on est dans une discipline, dans une dynamique de progrès. Voilà, tant mieux. En tous les cas, merci beaucoup pour cette interview.
Et merci de nous avoir accueillis dans ce Krebs. On est accueillis parce qu'on a la chance d'avoir l'équipe olympique marocaine qui nous a visités avec un ancien collaborateur, Mounir Barbouchi, qui est depuis 3 ans. Mounir qu'on salue au passage d'ailleurs. On salue bien sûr, et qui était un collaborateur de précieux à la Fédération française lorsque j'étais l'ETN, et qui vole désormais de ses propres ailes et qui apporte son savoir et ses compétences à la fédération marocaine. Et bon, force est de constater que... D'après lui, vous dites pour beaucoup. Hein. Il a beaucoup appris avec vous. Hein. Je crois qu'on apprend tous les uns par rapport aux autres. Donc le jour où on cesse d'apprendre, c'est qu'on régresse. Donc je pense qu'effectivement, Mounir est quelqu'un de pragmatique, très intelligent, qui a su mettre au service de la fédération marocaine et de l'équipe marocaine. Il a redéfini le cadre de fonctionnement, formation avec un projet d'avenir, et les bienfaits s'en sont fait sentir avec le champion du monde Mohamed Rabi est champion du monde à Doha. Hein. Et puis je pense qu'il y a lieu, d'attendre de belles satisfactions à Rio. J'y crois fortement. C'est un garçon qui a compris qu'il valait mieux gagner à plusieurs que perdre tout seul. Donc je pense que c'est quelqu'un de très, très précieux pour la boxe marocaine maintenant, et que l'équipe marocaine est crainte, comme était crainte l'équipe de France à un certain moment. Et je leur souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette Olympiade qui, je n'en doute guère, apportera de grandes satisfactions. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette interview et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci Dominique.